Ils sont 3. Ils sont là pour vous mettre au parfum de l'actu. Leurs cheveux sont leurs armes et les ruptures de stock, leurs ennemis. Retrouvez Alice, l'agile, Alex, le brave, et Antoine, le sage, dans ce nouvel épisode de votre série favorite, les Avengers. Tu fais quoi? Rien, je suis malade. Ok. Ça va aller pour présenter? Ouais, t'inquiète. Coucou YouTube! Et oui, je suis de retour, j'espère que je vous ai très manqué, c'est très sûr que je vous ai très manqué. Coucou Alex! Salut. Alors on va commencer, déjà je vous dis juste le concours Instagram pour gagner le Similo Harry Potter, c'est bon, il est fini, on a eu une gagnante, bravo, bravo, on vous envoie la boîte bientôt. Donc du coup, on va commencer avec des retours en stock parce qu'il y en a peu et que voilà, derrière le comptoir, pas besoin. Donc du coup, on va avoir un petit Harvest Dice qui va revenir en stock. Alex, c'était, tu agences tes petits champs. Il y a un roll and write de mémoire où on va mettre des petites salades, des petites carottes et des petites tomates dans son potager. On va essayer d'agencer ça au mieux pour marquer le plus de points de victoire. Voilà, voilà. Ok. Alex est malade, c'est pour ça qu'il a une voix extrêmement grave. Oh oui, je suis malade. Et un autre retour en stock du coup, l'extension Inde Suisse des aventuriers du rail, voilà. Les extensions reviennent petit à petit, elles ont été en rupture assez longtemps. Voilà, maintenant on va commencer par les nouveautés, dont une nouveauté dont on avait beaucoup parlé, que ce soit sur Instagram ou sur la chaîne, parce qu'on avait fait une petite vidéo, je vous rappelle, sur le retour de Cannes, et on avait fait une petite sélection des jeux qui nous avaient le plus plu. Eh bien, en voici un, après Next Station London, voici un deuxième de notre liste. Sandbox de chez Yellow par Horrible Games, les mêmes que ceux qui ont fait Similo et d'autres jeux. C'est à partir de 4 joueurs et jusqu'à 7, à partir de 8 ans pour 30 minutes de jeu et de fun pur. Qu'est-ce que c'est que Soundbox? Eh bien c'est un jeu d'ambiance où on va faire des bruits, beaucoup de bruits. En gros, vous allez avoir des mots ici, alors toutes les cartes sont recto verso et il y en a énormément plus que ce que j'ai déjà affiché là, donc c'est très rejouable. Vous allez les mettre au hasard, vous voyez qu'ils vont tous en face d'un numéro, et c'est un jeu coopératif, donc le but c'est d'aller tout en haut de cette piste avec notre petit Pac-Man, hop, on va monter au fur et à mesure, mais on va aussi perdre des points de victoire, enfin des points de vie à chaque fois qu'on va faire des erreurs en gros, et donc si on arrive ici avant d'avoir atteint le bout de la piste du Pac-Man, on a tous perdu, voilà. Donc ça c'était un peu le comment du pourquoi on va gagner ou perdre. Maintenant, on va avoir un maître du jeu, on va dire, qui va mettre ses, regarde-moi ça, magnifiques lunettes. Waouh. Ça me va bien. Oui. Voilà. Cette personne va être l'écouteur, je crois qu'ils appellent ça comme ça, tout simplement. Celui qui va écouter tous les autres joueurs qui vont lui faire plein de bruit en même temps. On va mettre un sablier qui est de, je sais plus, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ouais, c'est ça, ouais, c'est 1 minute, je crois. Voilà. Et les autres auront pioché secrètement de ce petit sac, ici, magnifique petit sac en toile, des jetons. Hop, qui vont leur indiquer des chiffres. Les chiffres que, oh magie, vous retrouvez ici. Par exemple, toi, Alex, tu as pioché secrètement le numéro 14 qui est... Évasion de prison. Voilà. Et on va dire que Antoine, cher Antoine, qu'est-ce que tu as pioché? Non, c'est pas drôle, on va dire lui. Le parc aquatique. Ok, le parc aquatique. Hop. Eh bien, vous, secrètement, vous devrez faire deviner ces bruits-là en faisant des bruits. Donc, est-ce que vous êtes prêts à me faire deviner ce que je vais vous tirer ici? Parce que bon, je connais déjà... ok, ça c'est moi. Ça c'est moi qui fais. Ok. Et... ok. C'est bon? Oui, ça doit Attention. aller, oui. Alors, j'en ai que 2, hein, on est que 2, c'est pas assez, mais go! Oh. Antoine, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, alors comme on n'est que 3, c'est rapide. Eh bien, alors, Alex, je pense que tu faisais se réveiller. Alors là, je pointe Alex,
parce qu'on n'était que 3, mais quand on joue à très nombreux, vous n'êtes pas obligé de trouver qui a fait quel bruit. Oui. Du moment que vous annoncez, bon, je pense que quelqu'un dans l'assistance a fait quelqu'un qui se réveillait. Si c'est bon, on avance sur la petite piste. Par contre, Antoine... C'était trop facile pourtant. Oui, je ne sais pas du tout. Voyage dans le temps. Presque, c'était la rencontre extraterrestre. Ah, j'ai hésité entre les deux. C'était forcément de la science-fiction. Et donc voilà, et là, on perd un point de vie, voire plus. Tu avais du coup le 13, c'est ça? Et bien vous voyez, il y a des petits cœurs sur les jetons. Donc en fonction, vous perdez plus ou moins de points de vie quand vous ratez. Donc là, j'aurais perdu. Au début, t'as pas toutes les cartes de révéler, je crois. Elles se révèlent au oui, c'est vrai, j'ai fait une mise en place totale, mais effectivement, au fur et à mesure du jeu, vous allez en révéler de plus en plus. Donc en fait, ça devient presque un jeu de mémoire aussi, parce que quand vous avez 7 personnes qui vous font 7 bruits en même temps, faut les identifier et en plus s'en souvenir. Donc heureusement, au bout d'un certain nombre de joueurs, je crois que c'est à partir de 6, on a un autre rôle qui s'appelle le magnétophone, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Qui lui va aussi avoir des lunettes bleues et non pas blanches. Et en fait, lui, il va essayer de retenir les bruits. Voilà, pour les répéter à l'écouteur, parce qu'il a besoin d'une mémoire qui va bien l'aider. Et enfin, vous voyez que en avançant ici, vous allez atteindre des niveaux. Ces niveaux-là vont donner à certains joueurs 2 bruits à faire en même temps. Alors vous vous débrouillez, voilà, si vous devez faire l'extraterrestre et le cow-boy en même temps, vous faites j'en sais rien. Voilà, ça peut être très créatif. Et voilà. Bon c'était Soundbox, j'espère que cette magnifique démo à 3, imaginée à 6, vous a plu. On va enchaîner avec un autre jeu d'ambiance avec le micro que Antoine nous a laissé en offrande ici. je te le rends. Voilà. Platypus de chez Matago, distribué par Asmodée. Ça nous rappelle un peu l'aventure de Takenoko. Voilà, donc Platypus chez nos chers Matago qui ont toujours cette tranche magnifique. On note, mais bientôt ce ne sera plus le cas. À partir de 3 joueurs jusqu'à 8, ça aussi, du bon jeu d'ambiance. 8 ans pour 30 minutes de jeu, un peu comme du Sandbox, mais rien à voir. Ici, on va plutôt retrouver une sorte de similo, un peu coopératif toujours, mais avec plus de subtilité, un peu plus difficile. Vous allez avoir des mots que vous aurez tirés ici au hasard. Il y en a beaucoup. Oui. Et vous allez pouvoir les placer, vous voyez il y a toujours ce petit détail de pouvoir les lire à l'envers, à l'endroit. Ils vont tous être devant un chiffre et vous allez avoir je crois 8 cartes en main au début chacun. Oui c'est ça, 8 qui vont ressembler à ces dos bleus et qui en fait auront des sortes d'adjectifs. Voilà, c'est que des adjectifs dessus. Et enfin vous aurez un observateur ou 2 ou 3 en fonction du nombre de joueurs. Classiquement c'est 2 on va dire, qui auront ce petit jeton. C'est les gens à qui on va devoir faire deviner un des mots qui sont ici. Comment on le sait? Eh bien, voici, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je vous le montre. Hop, c'est le mot que vous allez devoir me faire deviner. Alors techniquement c'est guide et explorateur. Oui c'est ça, pardon. Moi je suis exploratrice et toi et Antoine vous êtes mes guides pour me donner des indices et me retrouver dans la petite mare au platypus. Un platypus c'est un ornithorynque, sachez-le, voici le moment culture générale. Yes. Next. Donc chacun aura 8 cartes en main, chacun notre tour, en commençant par celui qui est à la gauche des explorateurs, va choisir un de ces adjectifs et dire mon platypus est confortable. Alors je ne sais pas du tout, Alex, parmi tout ça, tu aurais choisi lequel pour me faire deviner mon platypus? Que je me rappelle juste lequel c'était. Ok, confortable, je pense pas que ce soit le meilleur mot. Ok, alors qu'est-ce que ce serait? Peut-être captivant. Captivant, alors mon platypus... Ou rare. Ah, il faudrait. Mettons rare. Rare, ok. Donc mon platypus est rare. Là, moi, en tant qu'exploratrice, ou à plusieurs, quand on est plusieurs explorateurs, faut se mettre d'accord pour éliminer au moins une carte, voire 2 max. Donc là, je vais éliminer quelque chose qui n'est pas rare, du coup. Un peu comme Similo, faut penser à l'envers. Qu'est-ce qui n'est pas rare? Des chaussettes manquantes. On est d'accord, tout le monde a des chaussettes manquantes. Et les moustiques, les moustiques c'est vraiment pas rare du tout malheureusement. Et là c'est au prochain guide de rajouter un adjectif. On a le droit de passer.
parce que vous avez vraiment aucun adjectif qui correspond et qui au contraire va perdre les explorateurs. Par contre, si vous passez, celui d'après est obligé de jouer. On n'a pas le droit d'enchaîner les passages. Voilà. Donc peut-être que vous passez, en fait, celui d'après a des adjectifs encore pires que les vôtres. Et là, vous êtes bien dans le caca. Évidemment, comme Similo ou autre jeu de devinette, si les explorateurs à un moment éliminent la carte qu'il fallait deviner, on a tous perdu. Enfin, le grand twist, c'est que vous ne repiochez pas de cartes adjectifs, sauf quand vous en avez plus que 3 en main. Oui. Là, vous avez le droit d'en repiocher qu'un seul, même pas plus, hein, qu'un seul. Donc c'est pour ça que des fois vous allez passer parce que voilà, vous en avez pas trop qui correspondent, ou alors des fois vous vous retrouvez avec plus grand chose et qui correspond vraiment pas du tout et vous devez vous débrouiller avec ça. Et vous allez avoir pas mal de débats aussi. Par exemple, moi j'avais mis là, je voulais faire deviner Captain America. Et j'avais mis surestimé. Eh ben, ça va faire débat. Peut-être que des gens, les autres vont dire quoi, t'as mis surestimé, mais pourquoi tu dis ça? Alors ne spoilez pas à l'explorateur, hein. Mais voilà, vous pouvez avoir des débats en disant non, je pense pas du tout que ce soit ça, pourquoi t'as mis ça? Parce que moi je pense que oui, ou alors juste parce que j'avais rien d'autre de mieux dans ma main, voilà. Et on fait ça 4 fois, 4 manches. Au bout des 4 manches, eh bien, on espère les avoir toutes gagnées. Voilà. À chaque fois, on va virer la carte qui était à deviner et la remplacer par celle qui est de cette petite pioche qui en fait marque les tours, c'est très bien fait, hein. Voilà, maintenant j'aurai un putois en plus et les autres reviennent en jeu, hein. Elles ne sont pas éliminées, celles qu'on a écartées au fur et à mesure de la manche. Voilà, c'était Platypus. J'espère que je n'ai rien oublié de ce jeu que je trouve très très bien, on trouve tous très efficace. Ouais. On y a joué au festival du jeu de Vichy avec toute l'équipe de Matago et de Pixie et on s'était bien éclaté toute la soirée, hein. Vraiment très efficace. Voilà, on enchaîne encore avec un jeu d'ambiance. J'espère que vous n'en avez pas marre de moi et que mon micro n'est pas trop tapé par mes mains. C'est mon dernier, après je le passe la main, promis. 0 à 100 de chez les Scorpions Masqués, c'est un jeu de culture G approximative. Hein, voilà, très approximative. Vous allez un peu à la timeline, vous allez avoir des cartes en main avec des affirmations dessus. De l'autre côté, il y a des valeurs, mais vous n'avez pas le droit de les regarder. Et votre but, c'est d'être le premier à vous être débarrassé de vos cartes en les plaçant correctement, vraiment comme à la timeline, mais là ça va pas être, c'est pas un timeline donc il y a quand même un twist. On va avoir une valeur de base, c'est cette carte, c'est 50, et vous avez dans votre main, hop, on va dire ces affirmations, et vous allez devoir vous dire, ok, qu'est-ce qui, parmi mes affirmations, se rapproche le plus possible de 50? Donc, quelle était la longueur en mètres du plus grand dinosaure connu? Quel est le pourcentage des vers de la pièce Cyrano de Bergerac prononcée par le personnage principal, Cyrano, etc., etc. Combien de mètres mesurent les cheveux de réponse? Voilà. Vous allez mettre la carte qui vous semble la plus proche de la valeur en jeu. Vous avez même 3 cartes chacun, qui sont des petits paris, on va dire. Là, je me dis, ok, quel pourcentage de cacao doit au minimum contenir le chocolat noir? Je pense que vraiment, je suis très proche de 50, donc je vais mettre dans le 1000. Je gagnerai plus de points, non, je sais plus. Non, tu peux te débarrasser d'une carte en plus. Oui, voilà, c'est ça. Je pourrais me débarrasser d'en plus. Ou alors, je dis ma valeur, mais plus 50. Ou alors, moins 20. En gros, voilà, vous avez plus ou moins de chaque côté. Okay. Donc, ça s'utilise qu'une fois, chaque carte. Oui. C'est des petits paris avec vous-même. Donc, on va, une fois que tout le monde a choisi, hop, on va révéler. Et on va voir qui était le plus proche de la valeur en jeu. Hop là, le plus proche, bravo, c'était la chute des Niagara à 57 mètres. Ah non, le plus proche, pardon, c'est 49. Je ne sais même pas lire les chiffres. Combien d'années avait Beethoven quand il a été atteint de surdité totale? 49 ans, mon cher. Eh bien, du coup, le plus proche, c'est satisfaisant, mais surtout, c'est le plus loin qui va perdre. Eh oui. C'est le plus loin qui est ici, oui, qui va défausser sa carte et en prendre une nouvelle, non? Non, tu mets par-dessus. Ah oui, mais oui, c'est ça. Mais il en prend une nouvelle. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Les autres se défaussent une carte. Voilà, les autres se défaussent du carte. Et donc, vous voyez qu'il y a une nouvelle valeur. Donc, ce sera la nouvelle valeur pour jouer les prochaines manches. La valeur cible. La valeur cible, c'est ça. La valeur en jeu, la valeur cible, ça marche. Donc voilà, je vais laisser la main à mon cher collègue Antoine. Bisous.
Salut à vous les joueurs et les joueuses. Moi aussi j'ai quelques petits jeux à vous montrer. Le tout premier c'est Kinoko. Kinoko, moi ça m'a fait penser un petit peu à une sorte de Hanabi, n'est-ce pas Alex? Oui. Mais à part qu'on est les uns contre les autres et puis c'est pas des feux d'artifice, c'est des petits champignons. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup la tête de ces petits champignons. Comment ça fonctionne? En fait, en début de partie, on va mettre un certain nombre de sets de couleurs suivant le nombre de joueurs. Un set de couleurs, c'est un champignon d'une couleur, admettons vert, en 3 exemplaires. Donc le 1, le 2 et le 3, ils sont numérotés à chaque fois. On va mélanger les sets et puis on va distribuer un set à chaque joueur. Donc par exemple, il y a un joueur qui va recevoir voilà, le 1 vert, le 2 orange et le 3 violet. Et puis il va y en avoir au centre de la table, il y a 2 sets au centre de la table. Tout le monde va prendre son set dans la main, mais attention, comme ceci. Vous voyez mon set? Je le tiens comme dans un habit, les cartes inversées. Je ne sais pas du tout ce que j'ai. Voilà, vous savez, moi je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est ceci, et ça je ne montre pas aux autres joueurs, c'est le set que je dois arriver à compléter quelque part dans le jeu. Ça signifie que, alors là on va tricher, hein, j'ai le 2 et le 3 jaune, mais je suis pas censé le savoir. Et bien en fait, il me manquerait le 1 jaune, et je pourrais dire Kinoko à la fin de mon tour. Alors ça, c'est nous qui l'avons rajouté, mais oui. Moi j'aime bien. Et si le set est quelque part complet, eh bien je vais gagner des points. Donc je vais gagner 2 points. Le premier arrivé à 4 gagne. Si je me trompe, attention, c'est les autres joueurs qui vont gagner 1 point. Oui. Alors là, c'est dans ma main, admettons, hein, mais si c'était dans la main d'un autre joueur, ça va fonctionner aussi. Quand est-ce qu'on va jouer? C'est très très simple. J'ai donc mes cartes dans ma main. Les autres joueurs ont également leurs cartes dans leurs mains. Eux, on les voit, simplement, on ne sait pas quelle couleur ils doivent essayer de compléter. On va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais jeter les dés. On va pouvoir faire plusieurs choses suivant les actions qu'il y aura. Je choisis un dé et je fais l'action. Donc là par exemple je pourrais faire un échange de cartes de valeur 1. Donc une carte de valeur 1 contre une autre carte de valeur 1. Donc par exemple je pourrais échanger celle-ci contre celle ici du set. Hop là. Voilà, je pourrais faire ça par exemple. Si j'avais choisi le 3, j'aurais fait pareil avec ma valeur 3. Je pourrais aussi, à la place, plutôt choisir ceci pour relancer les dés. Parce que n'y a rien qui m'intéresse, une relance ça peut être sympa. Si j'ai un dé qui offre une case vide, je peux choisir de passer mon tour. Pourquoi pas, ça peut être utile. Et elle est où le... Ah bah oui, parce qu'ils ne sont pas disposés de la même manière. Là, je vais pouvoir changer mon set complètement. C'est-à-dire que cette main-là ne m'intéresse pas, je peux l'échanger contre la main d'un autre joueur ou l'échanger avec un des sets centraux, pourquoi pas. Et pour terminer, le petit œil qui va me permettre de regarder une carte. Ça, c'est très pratique. Je peux regarder une carte à moi-même ou je peux regarder une carte du set au milieu. C'est aussi simple que ça. À la fin de mon tour, si je pense que quelque part il y a le set complet, je vais dire Kinoko et hop, on l'a parce que j'avais préparé. C'est vraiment pas facile parce que ça va faire jouer la mémoire. Et la mémoire, eh bien quand on est adulte, c'est beaucoup plus difficile que quand on est petit. Oui. Ça on le voit très bien, hein. Il y a plein de jeux de mémoire pour enfants et beaucoup moins pour adultes. Et pourtant ça fait du bien de travailler la mémoire. Et puis il y a un vrai petit côté prise de risque, un petit peu jeu dans l'ambiance, il y a une petite tension parce que des fois vous êtes vraiment pas sûr que vous ayez votre Kinoko, votre set. Mais vous avez envie de le tenter. Au pire on donne un point aux autres joueurs. Petite spécificité, en début de partie on va aussi mettre une couleur visible de tous. Ici c'est le vert, c'est la couleur interdite. Si lorsque vous dites que vous validez un set, donc qu'il est entier quelque part, alors certes on va prendre des points, distribuer les points de manière classique, mais s'il y a des joueurs qui ont en main au moins une carte verte, ils vont perdre un point. Voilà, donc il faut faire très attention à ça également. Voilà pour Kinoko. C'est très malin ce petit côté prise de risque, ce petit côté mémoire, moi j'ai vraiment bien aimé, puis avec ces petites têtes de champignons, c'est encore mieux. Juste à côté, Dictopia. Alors Dictopia il a un petit peu de retard, on l'avait pas commandé direct, oui. Enfin il est arrivé. Dictopia c'est un jeu de lettres. Est-ce que... Oui, c'est bien, le dos de la boîte va m'arranger. C'est un jeu dans lequel on va devoir faire des mots. On va jouer en 5 manches, il faudra faire le plus de points possible à chaque manche pour avoir le plus de points possible en fin de partie. À chaque manche, on va rajouter des conditions à respecter, des objectifs. À la première manche, c'est très simple, on va distribuer 8 cartes à chaque joueur. Ces cartes, il y a 2 lettres à chaque fois dessus. Je vais les agencer devant moi, j'ai un petit timer, tout le monde a un timer, donc c'est 1 minute 30 si je dis pas de bêtises. Me semble-t-il qu'il y a une BO fournie, mais sinon on peut aussi mettre un timer sur le téléphone, hein, sans souci. La BO elle se trouve facilement sur internet. Et je vais essayer de faire le mot le plus long possible. Le premier objectif, celui qui a la manche 1 tout le temps, c'est d'essayer de faire pile le bon nombre d'œils indiqués sur le dos de la pioche, puisqu'en fait, sur chacune de vos lettres, il y a des petits yeux dessinés. Et admettons si je fais pile 10 yeux, attention, hein, pas 11, pas 9, et ben j'aurai 3 points supplémentaires. Et sinon c'est 1 point par lettre dans votre mot. Aussi simple que ça. Et puis ensuite à chaque manche, on va rajouter des cartes de conditions, des cartes d'objectifs. Ça peut être un animal. Voilà, le champ lexical, je dois créer un mot avec un animal. Ça fera des points supplémentaires. Si je n'y arrive pas, tant pis, je vais quand même essayer de valider mon mot le plus long possible, hein, à la limite. Ça peut être, il y en a un avec des notes. Il faut intégrer des notes de musique.
do, la, mi, voilà. Ça peut être, il va y avoir des lettres censurées si vous ne mettez pas ces lettres dans votre mot, c'est des points supplémentaires, etc. etc. Et à chaque manche, on va rajouter de nouveaux objectifs et va falloir essayer de gagner le plus de points possible. Ça va être des parties très très courtes, je l'ai pas dit, mais ça se joue jusqu'à 7 personnes. Kinoko jusqu'avant c'était 4 personnes. Voilà, on nous a fait remarquer qu'on n'y pense pas à chaque fois, donc je me rattrape. C'est des parties très incisives, très très rapides. On va forcément enchaîner, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus moderne que par exemple un Scrabble. Et pour le coup, moi qui suis pas très jeu de lettres, je tenterais bien un petit Dictopia, qui est un jeu de Jérémy Partinico chez Subverti. Hop, on va bouger par là-bas, on va traverser cette grande boutique. Et je vais vous parler de Fjord qui est arrivé. Fjord par Great Games. Alors Fjord, c'est une réédition. C'est un jeu qui était déjà sorti il y a une quinzaine d'années, je crois, si je dis pas de bêtises. L'auteur, Franz Benno de Londres, malheureusement, n'est plus parmi nous aujourd'hui. Eh bien, Great Games a décidé de ressusciter le jeu parce que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup, dans le sens où c'est un excellent jeu abstrait, mais qui a aussi un super thème, donc c'est pas vraiment un jeu abstrait en soi. Et monsieur Phil Walker Harding a rajouté quelques petites règles. Il a donné un petit coup de main à Great Games parce qu'il était très fan de Fjord première édition. Alors Phil Walker Harding, ça va vous dire quelque chose, puisqu'en fait c'est la personne qui a fait Platypus, dont on a parlé juste avant, mais aussi d'autres jeux, si je dis pas de bêtises, il y a Barren Park, Lamaland, voilà, des jeux que j'aime bien aussi. Avec toujours un petit côté abstrait, mais une belle thématique. On est vraiment là-dedans. Il y a un petit côté nature, exactement, toujours. Comment est-ce que ça fonctionne, Fjord? C'est un jeu qui va se jouer en 2 parties. Voilà, c'est très bien fait le dos, j'adore. Première partie, on va construire le plateau, construire la map. Alors au début, elle est plus petite que ça, et on va jouer chacun notre tour. On va prendre une petite tuile hexagonale et agrandir le plateau en la plaçant à côté d'une autre tuile hexagonale. Là, il va falloir respecter la géographie. Si il y a une chaîne de montagnes que je veux me poser à côté, pour soit continuer, soit fermer la chaîne de montagnes, il faut que j'ai une chaîne de montagnes qui suive le tracé. Ainsi, pour les océans, enfin les points d'eau, les lacs, etc. Et pour les forêts et les prairies. Quand je mets une tuile, je vais pouvoir choisir de mettre une petite cahute à ma couleur. Alors ça s'appelle pas du tout cahute dans le jeu, je crois que ça a un vrai nom parce que c'est des vikings et donc ça doit avoir un nom super classe. Moi je dis cahute, ok? Je vais avoir le droit de poser ma cahute. Vous allez voir qu'elle va être très 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 utile lors de la partie 2. La partie 2, les hostilités commencent. Alors les hostilités étaient déjà un petit peu présentes parce qu'il va falloir très bien se placer et se bloquer. Et bien dans le 2 de la partie numéro 2, ça va se voir encore plus puisque vous allez faire sortir vos vikings de vos petites cahutes pour aller prendre possession des lieux. Et chacun notre tour, on va donc pouvoir poser, faire avancer nos vikings pour contrôler la zone, tout simplement. Et c'est là où il a été souvent comparé avec des jeux abstraits parce qu'il y a un petit côté Go. Moi je trouve qu'il y a vraiment un petit côté jeu de Go. Cette idée de se positionner sur des zones, de se bloquer, d'essayer de créer des zones d'influence qui ne vont pas se voir tout de suite mais qui au fur et à mesure des tours vont se dessiner jusqu'à devenir complètement évidentes. Et il y a des moments où vous allez vous dire ok bon là c'est pas vraiment chez moi, c'est pas vraiment chez mon adversaire mais j'ai vraiment aucune idée d'aller m'y poser. Voilà, d'où le côté jeu abstrait. Et puis le petit ajout de monsieur Phil Walker Harding, eh bien c'est les runes. Donc ça, ce n'était pas dans le jeu de base, ça a été rajouté. Eh bien les runes, alors vous pouvez choisir de les mettre ou pas, c'est des petits pouvoirs, vous allez en faire une petite sélection en début de partie. Les runes, c'est la connaissance, c'est le savoir, donc ça vous permet de faire des choses extraordinaires, comme par exemple traverser les montagnes ou traverser les points d'eau, comme si vous marchiez sur l'eau, ou comme si, coucou Alice qui nous filme pour le Instagram, comme si vous aviez fait, pourquoi pas, des dracars. Voilà donc l'ajout de monsieur Phil Walker Harding, un jeu qu'on est très content de voir et d'accueillir à la boutique. C'est ridicule. Parfait. Alors on va pouvoir commencer avec Creature Comfort, avec sur qui j'ai déjà mis ma tête. Voilà, il est déjà arrivé, j'ai déjà ma tête. Je vous en avais déjà parlé dans un focus et en avant-première dans une vidéo d'il y a 2 semaines, je crois, ou 3, je ne sais plus. Mais le voici officiellement en boutique, donc distribué par Matago, un jeu québécois. Donc je vais le préciser déjà. Au dos de la boîte, vous allez avoir une sorte de petite feuille. Alors c'est très bien fait quand c'est emballé, donc ça se voit pas. Mais là, en fait, c'est une petite feuille qui est glissée dans le papier.
enfin dans le plastique, parce que au dos il y avait marqué du matos en bois qui correspondait en fait au matos du Kickstarter, dont les Québécois ont eu la flemme de changer la boîte. Donc du coup ils ont laissé le matos écrit en bois. Donc pour éviter, ils l'ont bien marqué là, Matagot, pour éviter toute confusion, merci. Eh bien ils ont mis un petit papier avec le vrai matos, c'est-à-dire pas en bois, écrit derrière. Et aussi parce que KTBG, bon, ils font des jeux super, mais bon, ils sont faits à moitié. C'est qu'ils ont laissé des cartes dedans en québécois. Alors ça reste du français, hein, mais c'est quoi? C'est une chaise à balance, un truc comme ça, une courte pointe. La courte pointe. Le toboggan pour dire la luge. Le toboggan pour dire la luge. Toboggan. Alors ça enlève pas le plaisir de jeu, c'est même très très drôle. Ah, il faut jouer avec, c'est très très drôle. Mais du coup ils vous laissent le choix, Matagot, ils ont glissé dedans des petits paquets de cartes en français pour remplacer celles en québécois qui sont restées dedans. Donc après c'est à votre convenance, voilà. Vous remplacez ou pas, si vous voulez jouer avec une courte pointe et un toboggan, c'est à vous de voir. Maintenant que ces petites précisions techniques ont été faites, eh bien on va passer au jeu qui peut très bien se jouer de 1 à 5 à partir de 8 ans et pour 45 minutes environ. Quand vous jouez avec le mode long et à 5, ça peut être très long, hein. Nous on a fait quasi 2 heures, mais bon, c'était une première partie en plus avec des potes. À un joueur, Alex l'a testé, et bien le scoring de points est super cool parce que en fonction des points que vous faites, ça va pas vous donner un score, ça va vous donner un petit nom de chaumière. Voilà, vous aurez, je sais pas, la jolie chaumière dans la prairie et des pommes. J'en sais rien. C'était quoi déjà le nom de ta chaudière, Alex? Je ne sais plus, mais c'était très accueillant et très réconfortant. C'était trop cute. Donc voilà, dans Creature Comfort, vous allez eh bien, aménager votre petite chaumière de petite famille d'animaux de la forêt pour la rendre le plus confortable possible pour passer l'hiver. Donc vous allez eh bien, récupérer des ressources dans la vallée magique et jolie pour pouvoir, eh bien, je sais pas, tricoter des écharpes, construire des toboggans en luge, préparer des ragoûts. Voilà, le thème est très mignon. Et à la fin de la partie, eh bien, on verra qui aura gagné le plus de points de victoire possible, qui sont en fait représentés par des petits cœurs. Voilà, le plus de bonheur possible, c'est trop mignon jusqu'au bout. Voilà, des animaux, de la mignonitude et un très joli matos, comme vous pouvez le voir. Les petits meeples de chaque famille sont ici. Ils sont trop choupis. Voilà, vous avez donc 5 familles, les petits renards, les ratons laveurs, les hérissons, les écureuils et les petits lapins. Voilà, normalement il y en a 5. Chacun a aussi un petit plateau joueur que tu peux voir ici. Ça c'est celui des lapins. Donc on voit bien que c'est un terrier de lapins. Et bien chacun aura un petit plateau qui correspond au mode de vie de son animal. Voilà, c'est un petit détail plutôt cool. Les écureuils auront une petite maison dans les arbres par exemple. Voilà, un petit plus très mignon. Le jeu va se jouer en plusieurs manches en chaque saison. En gros il va y avoir 4 saisons. Enfin non, 3 saisons pardon, le printemps, l'été et l'automne, puisque l'hiver on ne le joue pas. Et dans chaque saison, qui vont se faire marquer par ces petits feuillets, vous avez plusieurs feuillets. Par exemple là, normalement j'ai 3 feuillets de printemps, et ensuite on fera 3 feuillets, donc 3 manches d'été, puis 3 manches d'automne. C'est là où vous pouvez raccourcir ou rallonger votre partie. Quand vous voulez faire plus court, vous enlevez une carte par saison il me semble. Donc voilà, vous aurez moins de manches dans une saison. Voilà, sinon ça va être une sorte de l'âge de pierre familial mélangé à Everdell avec un peu du Las Vegas sur la prise de risque grâce aux dés. Vous allez faire de la pose d'ouvrier, donc un peu à la hache de pierre. Voilà, tous les emplacements sont au début vides. Vous allez avoir chacun 2 dés de famille qui sont représentés comme ceci, donc chacun a ses couleurs, vous les voyez ici. Hop, et ici vous allez avoir des dés de village qui sont neutres qu'on verra plus tard. Vous allez avoir plusieurs espaces de jeu, vous allez avoir les prairies pour récupérer des ressources, vous allez avoir ici la rivière je dirais, principalement tous les emplacements c'est pour récupérer des ressources, mais pas tous. Vous allez avoir ici le nid du hibou, alors normalement on le voit il est là. Bonjour petit hibou. Le petit hibou, eh ben, il vous donne accès à justement les objets que vous allez pouvoir crafter, construire, voilà, en payant les ressources qui sont indiquées sur les côtés. Les cartes, elles vont faire des petits combos. Voilà, par exemple, vous voyez, vous gagnez plus de points si quand vous aurez construit aussi des chaussettes. Voilà, ou une courte pointe pour certains. Voilà. Courte pointe, mais avec l'accent du sud-est. Voilà. Je ne sais pas faire les Québécois. Moi, je viens du sud, ok. Vous allez avoir aussi des voyageurs à l'auberge ici qui vont pouvoir vous proposer des petits pouvoirs et des petits événements par tour.
Vous allez avoir ici le marché pour troquer certaines ressources et enfin ici c'est pour récupérer des aménagements. Voilà, vous allez avoir ça c'est des conforts et ceci c'est des aménagements pour votre maison, voilà, qui vont pareil se construire avec des ressources et auront des effets, vraiment plus des effets que des points qui se combattent, voilà, contrairement au confort. Maintenant que je vous ai dit tout ça, comment on fait un tour? C'est très simple, chacun lance en même temps ses petits dés de famille, voilà, hop là. Et alors des fois vous allez pas être content de ce que vous avez, et bien tant pis pour vous, vous avez une petite ressource que je n'ai pas sortie parce que j'ai très mal fait mon travail, qui sont des petits pansements. Ils vont vous aider à un peu arranger les valeurs. C'est trop choupi. Voilà, c'est des petits pansements, ça s'appelle des leçons. Alors moi je vois ça comme des leçons de vie, parce que vous êtes trompé, que vous vous êtes fait mal. Bien sûr. Voilà, ça doit être ça. Et donc, une fois que vous avez vos 2 dés, eh bien vous allez placer vos ouvriers sur les différents lieux en espérant avoir les conditions requises par ces lieux pour pouvoir les activer. C'est-à-dire, là j'ai eu un 3 et un 5. Pour récupérer ici un morceau de bois, il me faut une valeur 3 ou moins. Bon, je pourrais déjà me poser sur celui-là parce que je suis sûre de l'avoir. Mais ici, si je veux me poser ici, il faut que la somme de 2 dés fasse 5 ou moins. Sachant que bon, mon autre dé c'est un 5. Donc ça va être un peu difficile. Pourquoi? Eh bien parce que vous ne saurez le reste de vos informations que plus tard, après vous êtes posé sur les lieux, puisque c'est après que vous pourrez lancer ces dés-là qui compléteront votre positionnement. En fait, vous allez espérer, vous allez vous positionner ici parce que vous espérez que le tirage futur de ces dés blancs va vous permettre de faire une somme de 5 ou moins. Ou ici que les dés blancs donneront 2 valeurs identiques, etc. etc. Donc c'est là où vous allez retrouver la notion de prise de risque parce que vous allez vous positionner sur des endroits où vous espérez avoir ce qu'il faut pour le faire. Et c'est là où, eh bien, quand vous ratez, parce que c'est bon, tout le monde s'est posé en même temps, c'est ça qui est cool, c'est en simultané, c'est un peu pas le bazar, mais bon, vous posez, c'est pas limité, on peut être plusieurs sur le même emplacement, pas de souci. Et bien après, on va lancer les dés de village pour tout le monde, et là en commençant par le premier joueur, qui a ce magnifique petit lombric. C'est un lombric. Lombric, je confonds toujours. Eh bien, c'est lui qui va pouvoir un peu additionner, soustraire, agencer les dés qu'il a à sa disposition pour pouvoir réaliser ou non les critères pour récupérer les ressources associées. Si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas les dés qu'il faut et les valeurs qu'il faut, vous couchez votre petit gars et vous lui mettez un pansement dessus, ça montre que vous êtes raté et c'est là où vous gagnerez ce petit pansement. Le pansement, plus tard, vous servira à ajouter ou à soustraire à une valeur d'un de vos dés. Voilà, pour vous arranger. Vous allez avoir du coup plein d'endroits qui vont se gagner différemment. Ici par exemple vous allez pouvoir piocher 2 cartes face cachée de la pioche ou une carte si vous avez une de ces valeurs. Et ici c'est n'importe quelle valeur, vous avez le droit de choisir une carte parmi les révélées ici. Là enfin vous allez pouvoir accéder aux aménagements en fonction des valeurs que vous avez. Vous voyez, pour accéder à cet aménagement là il faudra que j'ai un 3 minimum ou plus, alors que si je veux accéder à celle-ci il faudra forcément que j'ai un 6. Mais ça veut dire que si j'ai un 3 en me positionnant sur cet endroit, je pourrais accéder peut-être au 1 et 2 si ça m'arrange. Voilà. Et enfin le petit gars ici, il n'y a pas besoin d'avoir une valeur pour s'y poser, mais en fonction des valeurs que vous attribuerez à cet endroit vous pourrez déclencher des effets différents. À chaque tour, vous déplacerez un peu le marché des conforts et aussi des aménagements pour en rajouter une nouvelle. Vous virez le monsieur de la taverne, ou une auberge parce qu'on ne boit pas d'alcool dans cette vallée magique, et vous aurez un nouveau petit monsieur. On enlève aussi là les cartes prairies pour avoir des nouvelles valeurs avec des nouvelles ressources à gagner. C'est à peu près tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Il y a plein de choses en vrai. Par exemple les aménagements, il y en a qui vont vous donner des emplacements. Peut-être que j'en trouverai un. Parce que peut-être que pas du tout, parce que j'ai de la chance, voilà, je n'en ai trouvé aucun. Ça va faire des emplacements où les gens vont pouvoir se poser en payant des dés aussi, voilà. Mais sauf que voilà, les gens vont pouvoir poser leurs dés chez vous et ils vont vous payer des choses en échange. Voilà, vous allez pouvoir gagner un peu comme au Monopoly. Voilà.
Je dirais que j'ai à peu près tout dit, il y a plein de petites subtilités, mais c'est super agréable. Voilà, à la fin, vous allez faire vos petits combos en essayant de récupérer les cartes qui se combotent bien entre elles, récupérer telle ressource, parce qu'il y a certaines cartes qui vous disent que il faut stocker des ressources dessus pour avoir plus de points. Donc voilà, ça va être très accessible, je trouve quand même. Ça reste un l'âge de pierre familial et très original. Donc je vais laisser maintenant mon collègue Alexandre passer à un truc expert. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Oui, j'ai une voix hyper grave. Ça fait plaisir. J'espère que ça s'entend bien. Attends, mais tu as mué? Tu as mué, Alexandre? Oui, ça y est, ça y est. C'est la puberté. Vous entendez la voix. Ici, la voix. On dirait Secret Story, c'est incroyable. Il faut qu'il sorte très vite Audimat. Ça, je vous ferai. Ici, la voix. Audimat très prochainement. Mais là, on parle pas d'Audimat. Là, on va parler de l'extension des ruines de Narak. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçu qu'il n'ait pas eu l'As d'or, du coup, les ruines de Narak. Mais bon, c'était d'une Imperium, donc bon, ok, on accepte. Mais là, ça y est, il y a l'extension, du coup, les ruines perdues de Narak. Donc, chef d'expédition, ça rajoute complètement de la symétrie. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là, déjà, première chose dans une extension, on veut des nouvelles cartes. Donc, on a les nouvelles cartes d'artefacts avec plein de nouveaux logos. Je vais pas les détailler, mais bon, enfin, déjà... Je les connais déjà par cœur. Hein. Ouais, non, pas du tout. Non, franchement, là, il y a tellement de cartes. Wow, mais ça, c'est fou. Bref, voilà, donc ça, c'est déjà les nouveaux artefacts. Hop, on va avoir évidemment les nouveaux objets, donc très très cool. Bien sûr. Il y a des objets qui rapportent des avions, c'est assez nouveau ça. Oh, une chèvre. Voilà, bon, il y a plein de choses intéressantes. La chèvre, évidemment. Je crois qu'ils avaient rajouté le petit chat aussi. Oh, ok, ça c'est pour moi. Il est trop beau. Voilà, donc là, on a déjà toutes les nouvelles cartes, le chat indispensable. Mais surtout, je disais asymétrie, pourquoi? Parce que maintenant, on a des plateaux de joueurs, des plateaux d'explorateurs. Et chaque plateau est très différent les uns des autres. Ici, par exemple, on a une fauconnière qui elle va utiliser son faucon, qui est un jeton qui va se déplacer durant la partie. Et lorsque vous le souhaitez, vous utilisez en fait l'action qui est indiquée ici en fonction de la localisation du faucon. Il revient au tout début et vous avez gagné une action ou un gain gratuit. Truc génial. Pas mal. Vous avez la baronne qui, elle, va juste gagner de l'argent. Elle adore le fric et vous allez l'utiliser à bon escient. Vous avez notamment le capitaine. Lui, il a un petit ouvrier supplémentaire, donc au lieu d'en avoir deux, vous en avez trois. Et en plus de ça, il a une action qui lui est propre, c'est que quand il place un de ses ouvriers ici, il a le droit d'activer un effet de base d'un assistant disponible sur le plateau. C'est plutôt cool. D'ailleurs, en parlant d'assistant, vous en avez des nouveaux évidemment. Également. Lui, il était déjà dans la base, mais il doit être remplacé. Je pense que c'est pas tout à fait le même effet. D'accord. Il rajoute une botte là. Là, il y a lui, et là, il y a elle. Enfin bref, voilà. Donc, emplacement assistant classique, et ensuite développé en doré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Lara Croft, c'est pas vraiment Lara Croft, mais je sais plus comment elle s'appelle, l'aventurière. Elle, c'est particulier, elle n'a qu'un seul ouvrier. Mais elle va pouvoir utiliser des objets qui va permettre de déplacer votre ouvrier qui est unique. Donc c'est assez cool comme méca, ça change un peu. Chose particulière, c'est que maintenant vous avez des emplacements ici qui sont neutres et d'autres qui sont bleus. En fait, quand vous utilisez en général un bonus dans les ruines de Narak, vous utilisez l'un de ces bonus. Et bien là, quand vous utilisez le bonus bleu, vous allez vous référer à la petite cartouche à fond bleu. Donc c'est pas les mêmes gains en fait. Ok. Donc ça change beaucoup de choses. On a ici un joueur plutôt sur les artefacts. En fait, lui, il va avoir une pioche un peu personnelle au début de la partie. Il pioche 3 artefacts et avec des ressources qu'il a dans sa petite mallette, il peut les utiliser en plus, notamment pour acquérir des artefacts plus facilement de sa petite mallette. Ça c'est grave cool. Et alors là, le perso qui me hâte de tester, ça va être le Mystique. Pourquoi j'ai hâte de tester ce perso? Déjà parce qu'il a un plateau plus gros que les autres. Et moi j'aime bien avoir des plateaux plus gros que les autres. En fait, lui il est très cool parce qu'en fait il va enlever, donc il va supprimer des peurs, les mettre dans cette petite défausse là et faire des rituels. Et quand vous allez utiliser vos peurs, ça vous donne des gains. Oh, c'est beaucoup trop classe. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment hâte de le tester celui-ci. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On a plein de choses dedans. On a, bah oui, qui dit asymétrie dit aussi les cartes de départ. Donc ça c'est les cartes du capitaine de départ. Donc vous voyez qu'ils commencent avec des peurs, mais ils ont maintenant des trucs vraiment géniaux par rapport à des tableaux bien précis. Par exemple, si la somme des explorateurs qui ont été placés, donc si j'ai placé mes 3 ouvriers, et ben je regarde cet effet-là. Donc si j'ai passé 2 ouvriers, je gagnerai ce symbole-là, et si j'ai qu'un ouvrier placé sur le plateau, je gagne ça. Et il y en a plein des gens comme ça en fait. Il y en a plein qui ont, en fonction des objets que j'ai, et ben du coup j'ai un gain différent. C'est juste trop bien. Ça rajoute plein de mécas différentes. On va plus avoir envie de se spécialiser dans tel ou tel endroit. C'est franchement trop cool. Enfin bref. Ça c'est la symétrie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les lieux aussi, voilà, les petits lieux qui se rajoutent en plus. Donc ça, les nouveaux temples à aller explorer. Voilà, est-ce qu'il y a des nouveaux gardiens? Il y a des nouveaux gardiens, évidemment. Oui, il y a des nouveaux gardiens. J'ai pas encore fini, il y a plein de choses de nouveau. Pourquoi? Qui dit nouveaux gardiens, nouveaux lieux, nouveau aussi plateau ici d'exploration. Donc on a, hop, 2 nouveaux plateaux.
Celui-ci qui va avoir une particularité sur notamment les lieux qui vont exploser, je crois que c'est ici. Quand on arrive à envoyer son calepin ici, là on va pouvoir déclencher un lieu qui va partir en fumée, donc il va disparaître. Oh, Truc de fou. Là on voit qu'on peut gagner un monstre, mais il va falloir grimper ici, il va falloir le vaincre évidemment. D'accord. Les gains sont vraiment différents, et ce plateau, il n'est pas seulement recto, il est aussi verso, et ça change aussi ici. Là c'est plutôt lié aux artefacts. Et notamment là il y a un petit symbole qui est grave cool, c'est que là vous êtes obligé de passer par là avec le calepin, et obligé de passer par là avec la loupe. Alors que normalement on peut faire un peu ce qu'on veut. Ok, Là c'est pas le wow. cas. C'est juste fou. Cette On y joue extension-là. quand? On y joue quand? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'y jouer tout de suite là. Bah Oh. avec Fanny parce que c'est sa boîte. Je finis avec le bâton de la vérité. Non, c'est pas le bâton de la vérité, c'est le bâton de la lune, je crois. Et là, en fait, c'est pas la lune bleue, c'est la lune rouge, donc je crois de sang. Et en fait, là, ça change un petit twist, c'est que normalement, à la fin du tour, vous défaussez une carte à gauche, donc objet, et une carte à droite, artefact, inversement. Et ben là, c'est pas une, c'est deux. Donc vous défaussez deux objets à droite et deux artefacts à gauche. Donc la défausse va aller très très vite. Et du coup, on va très vite brasser les cartes. Bref, cette extension a l'air juste oufissime. C'est vrai. Et quoi de mieux après un jeu sent la d'exploration, quoi de mieux pour un jeu d'exploration que de passer au JDR. Et c'est parti pour l'actu JDR qui commence avec un nouveauté et retour en stock. En fait, la nouveauté, c'est ce petit setup, ce petit carnet de départ, ils appellent ça un épisode pilote pour Monster of the Week. Hop là, Monster of the Week, qui est un jeu de rôle que j'aime beaucoup. Et bien, quand j'ai vu ce petit setup de départ, ça m'a donné envie d'en recommander. Donc, il y a à nouveau du Monster of the Week à la boutique. Et puis, désormais, il y a ce nouveau setup de départ. Alors, je vais récapituler ce que c'est que Monster of the Week dans un premier temps. C'est un jeu de rôle basé sur le système Apocalypse, donc 2d6 plus compétences, en gros, assez narratif, assez fluide, assez facile à prendre en main, ce qui fait que c'est très appréciable, qui est prévu pour être joué sous format d'épisode, un peu comme si on regardait une série. Pensez Buffy, pensez X-Files, etc. Avec à chaque nouvel épisode un nouveau monstre, le monstre de la semaine, à combattre ou à enfermer dans une autre dimension ou simplement à y survivre, bref. Et il y a plusieurs petits carnets comme ceci, petits bouquins en souple de propositions de l'épisode numéro 1 avec bien sûr des outils pour aller construire les épisodes suivants pour aller former la saison de votre série préférée. Ce setup là, eh bien, il est plutôt à la X-Files, je trouve. On fait partie d'une agence et cette agence est plus ou moins secrète et protège le monde contre les créatures paranormales des ténèbres, des autres dimensions, de l'espace, du chaos. En gros. Et donc un côté X-Files, un petit côté un petit peu Men in Black aussi, je trouve. Donc voilà, moi ça m'a parlé tout de suite. Forcément, j'avais envie de vous le proposer. N'hésitez pas à passer à la boutique pour ceux qui sont pas loin de Bordeaux parce que je vous parlerai plus en détail de Monster of the Week qui est un super JDR. Alors au dos, ils disent que c'est une toile de fond à la Buffy contre les vampires. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y en a déjà un en fait qui est un peu à la Buffy contre les vampires que je saurais vous présenter également. Hop, juste à côté. Il y a Logos. Logos, c'est pas vraiment une nouveauté non plus. C'est juste que j'avais envie d'en prendre. Alors, je l'ai pris un petit peu sur un coup de tête parce que le pitch, l'idée me parle vraiment. Ça fait plusieurs semaines que je me disais, hey, si j'en commandais, j'en ai commandé. Le principe de Logos, c'est que c'est un jeu de rôle où le pouvoir des mots est ultra puissant. Vous allez apprendre des mots et ces mots vont vous permettre d'altérer la réalité. En gros, c'est un jeu de rôle qui a aussi pour particularité, en plus de ce pitch très original, de se jouer avec des cartes. Alors c'est pas des cartes spéciales, c'est des cartes à jouer classiques, un paquet de 52 ou 54 cartes et c'est parti. Voilà, alors j'ai pas pu se regarder que ça, le contenu, juste je l'ai pris sur un coup de tête celui-là. Et bien tout à l'heure je l'ai ouvert un petit peu quand même pour pouvoir fureter un petit peu à l'intérieur parce que ça fait bien plaisir de voir un nouveau JDR. Et bien c'est super bien mis en page, ça a pas l'air trop lourd à lire. Je pense que dans une bonne grosse matinée avec de la volonté, on le lit et donc ça m'a l'air très très fluide et très très narratif comme j'aime en fait. Oui. Voilà pour le gosse. On a également Escape Quest, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, je sais plus, j'en reparle. Escape Quest, c'est un livre dont vous êtes le héros. Là c'est du Arctung Cthulhu, l'armée des profondeurs. Il va y avoir des nazis, il va y avoir des monstres tentaculaires d'autres dimensions inspirés de Lovecraft. Bref, ça va être un super programme. Et on va aller par ici sur le fauteuil du JDR. J'ai de la nouveauté, j'ai un petit peu de retour en stock. On mixe nouveauté et retour en stock cette semaine. Le retour en stock, c'est celui-ci, le Dungeon Book of Battle Maps. En fait, c'est un bouquin, hop là, comme ceci, absolument colossal, dans lequel il y a 80 maps
Pour faire du JDR, alors du JDR orienté bagarre case par case, donc comprenez Donjons et Dragons, Chroniques oubliées et consorts, c'est hyper pratique d'avoir ça en physique. On le pose sur la table en tant que MJ, on a un petit peu préparé son donjon et clac, on le met sur la table et c'est parti avec nos petites figurines. Et ce qui va être très pratique lorsqu'on a ce genre de matériel, c'est de pouvoir y ajouter ceci. Alors ça c'est pas nouveau non plus, mais voilà, j'en parle parce que ça va ensemble hein, très clairement. C'est des petits stickers repositionnables qui tiennent par électricité statique, donc ça tient bien en place et quand on veut le déplacer, on peut le déplacer autant de fois qu'on veut. Il y en a plein, il y en a avec des effets magiques, il y en a avec des objets qu'on va pouvoir trouver, des pièges, enfin tout ce qu'on trouve dans un donjon. J'en ai un autre, on peut faire des villes avec des petits toits, des petites chaumières, etc. etc. Il y en a plein hein, dedans, il n'y a pas juste ceux qu'on voit là. Par contre, les nouveautés, c'est Big Book of Battle Map, le Battle Mats, le volume 2 et le volume 3. Et autant le premier volume dans ce format comme ceci A4, parce qu'il y a différents formats, autant le premier volume était assez classique avec des grottes, des prairies, des temples oubliés, ce genre de choses. Autant là on va dans le épique, on va dans le badass, on va dans l'exotique, puisque il y aura des batailles sur un bateau, il y aura le cœur d'un volcan, il y aura un espèce de village qui flotte sur l'eau, il y aura une salle du trône assez badass, et puis dans le volume 3 on va encore plus loin avec un bateau volant, une espèce de marécage des ténèbres, ici on dirait qu'on est au cœur des enfers, bref, voilà, alors là les MJ, franchement, allez-y, foncez, c'est trop cool comme matériel, c'est tellement confort, et puis en plus c'est effaçable à sec, donc on peut écrire dessus, on peut faire des petites flèches pour faire des stratégies quand on est joueur, on peut aller dessiner des éléments qui ne seraient pas et qu'on n'aurait pas en stickers, bref, place à l'imagination avec ces Big Book of Battle Mats. Voilà pour le point JDR, et on repasse de l'autre côté. Et laissez-moi vous parler maintenant d'un jeu pour 2 joueurs qui est le Peuple Loup. Le Peuple Loup, c'est un jeu du coup que pour 2 de chez Funforge qui a eu quand même le Seal of Approval de Town Battle. C'est un jeu extrêmement simple, un jeu à partir de 8 ans. J'ai des reflets là, non c'est bon? Non c'est bon là. Ok, un jeu à partir de 8 ans du coup pour 2 joueurs uniquement, des parties d'environ 25 minutes, voire même 20 minutes, c'est ultra simple pour ceux qui connaissent un peu Salade de points, c'est un peu dans le même système. En fait, on va avoir entre les joueurs un marché, on a 6 cartes dans ce marché-là, et dans ces cartes, on peut trouver des cartes d'histoire, en fait ici, et des cartes d'objectifs. Donc on a 2 cartes d'objectifs visibles et 4 cartes d'histoire. Les histoires possèdent des icônes, et les objectifs, en fait, vont rentabiliser les icônes. La seule mécanique du jeu, c'est de récupérer une carte du marché et de la placer devant vous, et vous allez essayer comme ça, à chaque tour, de récupérer une carte, objectif ou histoire, de façon à constituer en fait un carré de 25 cartes, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 par 5, donc vous aurez 25 cartes devant vous, et à la fin de la partie vous allez compter les points en fonction des objectifs. C'est hyper malin parce qu'en fait quand vous prenez une carte, que ce soit objectif ou histoire, il faut bien la placer, parce qu'en fait en fonction de où vous la placez, elle apporte du coup des icônes, et les objectifs vont vous demander de parfois aligner des icônes dans un certain sens. Par exemple là il faut faire une forêt, un garde et une petite maison, mais dans cet ordre-là. Et pour chacune, vous allez marquer les points qui sont indiqués en haut à gauche, en haut à droite, pardon, de la carte. Ici, par exemple, les paires, toutes cartes qui possèdent ces paires-là, vont vous faire 2 points de victoire. Donc, il faut essayer de, au mieux, les maximiser. Ce qui fait que, au début, vous allez un peu en tâtonnant, vous allez essayer de placer les cartes objectifs et les cartes d'histoire au mieux. Mais au fur et à mesure, votre carré commence à se consolider, à se construire, et vous allez regarder ce dont a besoin l'adversaire, parce que lui aussi, ça commence à se construire. Du coup, vous allez essayer de le bloquer dans sa stratégie. C'est hyper malin, vraiment pour faire jouer les plus jeunes. C'est vraiment un excellent jeu à 2. Donc voilà, je vous conseille éventuellement de jouer en plus avec la thématique du Peuple Loup, du coup, qui peut éventuellement plaire aux plus jeunes, mais comme aussi aux plus grands. Voilà, ça c'était pour le Peuple Loup, et maintenant c'est Antoine qui prend la relève. On parle de Magic, Magic, moi j'aime Magic. Le nouveau Magic est là! C'est les rues de la Nouvelle Capenna. Donc la Nouvelle Capenna, c'est une ville qui a été construite par les anges. Oui, on commence par le lore et après on verra. Vous voyez ici un magnifique ange, mais cet ange, en fait, c'est juste la figure de proue d'une belle voiture qui est conduite par un diable. Parce que oui, cette ville est passée aux mains des diables, aux mains des démons. Donc c'est une extension qui va être vraiment basée sur les mauvais, les méchants, les malfrats. Et en plus, on est dans une espèce de uchronie, une espèce de déjà une unité temporelle qui n'a jamais été utilisée, un univers temporel qui n'a jamais été utilisé dans Magic, puisqu'on est dans les années folles, les années 20, la prohibition, tout ça. Par que là, il n'y a pas de prohibition, mais du tout. Alors là, c'est parti pour le vice absolu. Voilà, en gros, pour l'univers donc de cette extension, il y aura donc 5 seigneurs démons qui vont régner sur cet univers et qui vont posséder 3 couleurs chacun. Les couleurs dans Magic, on sait que c'est très important et ça en dit beaucoup sur l'univers dans lequel on est en train de jouer.
Moi, j'y suis allé à fond sur le lore. Pourquoi? Parce que je me suis pas du tout spoilé les mécaniques de jeu. D'habitude, des semaines et des semaines à l'avance, je vais gratter les infos sur internet. Je l'ai pas fait. Je vais découvrir en même temps que vous et avec plaisir parce que je suis encore à fond dans Kamigawa, l'extension précédente, qui était très cool. Hein. Bon, celle-ci, elle me donne très envie aussi, je vous cache pas. Et comme d'habitude, à la boutique, on a reçu les bundles, on a reçu les boosters collector. Regarde-moi comme ils sont magnifiques ces boosters collector. Bon, ils savent y faire pour que ça donne envie. Ça marche. Moi, ça me donne super envie. Bien sûr, on a reçu les boosters d'extension et les boosters de draft. Et puis, je les ai pas sortis, c'est dommage. Il y a les commandeurs. Venez les découvrir à la boutique. Il y a 5 nouveaux commandeurs. Ouais, pas moins que ça. Ils sont basés sur les 5 trios de couleurs des démons qui gèrent la nouvelle Capenna. Voilà. Et pour rester dans du joli, du beau, du magnifique, on a reçu des puzzles. C'est des puzzles yellow. Très belle initiative de faire des puzzles yellow, surtout quand on voit ce que vous avez fait. Moi, j'adore les illustrations. Donc là, on a une petite sélection. C'est la première fournée. Il va y en avoir d'autres, des puzzles. Il y a deux gammes, on va dire. La première gamme, c'est celle-ci, qui est basée sur... je viens de manger le nom du jeu. Bunny Kingdom de Richard Garfield, avec des carottes et des lapins et des chocobos dans le ciel, oui, dans l'extension. Donc cette gamme, c'est la gamme, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la gamme Twist. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'image, le dessin que vous voyez ici, l'illustration, c'est pas exactement la même chose qu'on va retrouver quand on va faire le puzzle, puisqu'en fait, l'image que vous allez faire, c'est quelques secondes après. Donc là on voit cette espèce de lapin Indiana Jones qui va prendre cette carotte magique en or. Que va-t-il se passer? Il faudra faire le puzzle pour le découvrir. Et même chose sur celui-ci. Et la gamme juste à côté, ce sont juste de magnifiques illustrations. Voilà, ni plus ni moins. Moi j'adore celle-ci, j'adore les couleurs. Ouais, tout pareil. Et je vous montre celle-ci également. Et puis forcément je vais vous montrer la troisième et dernière. Hop là. Celle-là elle est magnifique, mais alors à faire. Ouais, ça doit pas être facile, beaucoup de bleu. J'espère que je fais pas trop de reflets. Bref, on a reçu cette gamme. Moi je l'aime déjà. Je suis pas très puzzle d'habitude, à moins que ce soit vraiment très joli. Voilà, c'est vraiment très joli. Je trouve. Et je vais laisser la main à Alex pour cette fin de vidéo. Oh, venez voir les enfants, ces petits oursons. Non, pardon. Oui, je sais, pardon. Je ne devrais pas. Ici, on va voir plutôt les jeux Djeco. On en a plusieurs qui sont arrivés dans la gamme, mais je vous en présenter essentiellement 2. Ça va être Oscar et Max et Dino Draft. Ici, alors du coup, Oscar et Max, c'est un jeu à partir de 4 ans. C'est relativement accessible, ça fait un peu penser à du Memory, mais un peu plus évolué, avec un principe plus élaboré dans la mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, un petit côté prise de risque. Le but est de collecter le plus de jetons animaux. Les animaux, en général, vous en avez 3 différents. Il va y avoir les toucans, les hippopotames et les zèbres. À mon tour de jeu, je vais choisir un pion et je vais essayer de deviner ce qu'il y a derrière. Donc là, je vais dire, je pense que c'est un toucan. Je révèle, c'est un toucan. Je remporte le toucan. T'as triché là, non? Pas du tout. J'ai préparé ma vidéo. Si jamais je dis, bon allez, je pense que c'est un zèbre, je révèle, mais ce n'est pas un zèbre. Dans ce cas-là, ce toucan-là, je le mets face cachée sur ce petit plateau ici. Ça aura une importance plus tard, vous verrez pourquoi. Au fur et à mesure de la partie, il peut y avoir des jetons qui vont se cumuler, mais je vais aussi pouvoir en gagner quand j'ai vu juste. Et si jamais, dans les pions, je révèle un petit tigre, le tigre... C'est un lion. Mais c'est pas... mais c'est une lionne. Ah non, c'est un lion. Ok, pardon, j'avais pas vu le... Ok, pardon, bon, donc c'est un lion. Donc le lion, quand je le révèle, il va aller ici, mais il va me permettre d'essayer de deviner ce qu'il y a ici pour les récolter. Ce qui fait que quand il va là, je me dis, je pense que c'est un zèbre. Bon, c'est pas un zèbre, mais en admettant que ce soit un zèbre, on va dire que, je pense que c'est un hippopotame. Oh, c'est un hippopotame. Là, je pense que c'est un zèbre. Oh là là, c'est un zèbre. J'ai vu. Et là, je pense que c'est un toucan. C'est un toucan. Et là, je pense que c'est un hippopotame. Et non, ce n'est pas un hippopotame. Je le remets ici. En sachant que si jamais vous révélez Max le singe, du coup, le singe, c'est Max le singe ou c'est Oscar? Je sais plus. Non, Oscar c'est le lion et Max c'est le singe. Donc si je révèle Max le singe, tous les animaux qui étaient ici reviennent ici. Tout simplement, c'est hyper simple, hyper accessible, mais c'est vachement chouette de retrouver ce côté un peu de mémoire, de prise de risque, mais pour les enfants. Ici, donc Dino Draft, un jeu à partir de 6 ans, on a plus affaire à un jeu plus stratégique, parce qu'en fait, ici, ça reprend la mécanique, comme son nom l'indique, du draft. Donc, entre autres, si vous avez déjà joué à Seven Wonders classique, vous savez un peu à quoi consiste le draft, ou à Sushigo. Ici, on va donc avoir, en début de partie, chaque joueur va avoir des cartes qui va ressembler à ceci en fait. Donc on les a pas tout de suite en main, mais en fait au début de la partie, on va se voir attribuer un dinosaure préféré et un type de terrain, donc un fond en fait de cartes préféré. Et ça, c'est ce qui va nous rapporter le plus de points à la fin de la partie.
À chaque tour, on va recevoir des cartes. Les joueurs vont du coup drafter les cartes, c'est-à-dire qu'on va en choisir une qu'on va mettre face cachée devant soi, et le reste, on passera au voisin de gauche. La carte que j'ai prise, je vais la révéler. Il est important de la mémoriser, parce qu'en fait, les autres joueurs pourront aussi marquer des points en fonction de ce que vous avez pris, et inversement. Et donc, ce qui se passe quand je révèle ma carte, c'est que je peux révéler par exemple ce Diplodocus ici, ou Brachiosaure avec ce fond orange. Je la révèle pour la montrer à mes adversaires, et pour dire que je la récupère. Donc, ils peuvent se dire que l'une de mes cartes, on va dire de base, qui fait des points, ce sera soit le fond orange, et ou potentiellement ce dinosaure-là. Et au fur et à mesure, je récupère des cartes. Et on les replanque, c'est ça le truc. Exactement. Après, en fait, elles sont remises face cachée devant soi, donc il faut essayer de se rappeler ce que les joueurs ont pris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous récupérez des cartes, vous allez marquer des points en fonction de votre dinosaure favori et du territoire qui est en fond. Donc vous marquez des points si c'est vos favoris, mais aussi vous marquerez des points en fonction du fond et du dinosaure des autres joueurs préférés. Donc c'est important de regarder ce que les autres ont pris, déjà pour essayer de les bloquer dans le draft, mais aussi de récupérer des points dans ce qu'ils préfèrent. Voilà, donc Dino Draft, un jeu très très accessible pour 2 à 5 joueurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Oscar et Max, je crois que c'est pour 2 à 4 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Ils l'ont marqué... Hop. Derrière ? Je sais pas en fait, c'est pour ça que j'ai oublié. Ah bah si, voilà, 2 à 4 joueurs, voilà, c'est une partie de 15 minutes. Ça c'était pour Oscar et Max. Dans les deux cas, ce sont 2 à 4 joueurs, 2 à 5 joueurs. Là, on est sur les parties aussi 10-15 minutes, très rapidement. Et il se trouve que nous n'avons pas de choses à montrer derrière le comptoir, donc on vous quitte... Savannah Park. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah oui, je suis complètement bête. Effectivement, on a une vidéo en avant-première à vous présenter ici. Donc un jeu qui s'appelle Savannah Park, qui nous a été envoyé par, rappelle-moi Antoine. Super Meeple. Super Meeple, merci beaucoup Super Meeple. On y a joué en plus, c'était très très cool. Et du coup, on va vous le présenter tout de suite. Et bienvenue dans ce focus sur Savannah Park, un jeu du fameux duo Wolfgang Kramer et Michael Kisling. Alors qu'est-ce que Savannah Park? C'est un jeu pour 2 à 4 personnes. C'est un jeu de réflexion assez minimaliste mais très efficace. Il y a très peu de règles et vous allez voir qu'avec ça il y a quand même moyen de pousser la réflexion assez loin. Comment ça fonctionne? Eh bien en début de partie, chaque joueur va recevoir un plateau comme celui-ci sur lequel vous allez pouvoir trouver divers éléments, de la savane vide, une montagne sur laquelle on ne pourra jamais jouer, des arbres, des feux de brousse sur lesquels on ne pourra jamais jouer, et puis des arbres et de l'herbe. On va faire une mise en place, très simple. Vous allez tirer donc des petits jetons hexagonaux comme ceci au hasard, puis les placer de ce coin-là. Vous allez remplir en allant à ce coin-là. Il vous restera 2 petits jetons que vous pourrez placer sur arbres et herbes. Sinon, on remplit la savane. On a donc notre mise en place de départ. On va tous avoir notre plateau avec les animaux qui ne sont pas posés au même endroit. Et donc, sur ces petites tuiles animaux, on va pouvoir trouver différentes choses. On va pouvoir trouver des girafes, des éléphants, des rhinocéros, des zèbres, des antilopes et des autruches. Elles peuvent être par 1, 2 ou 3 sur chacune des petites tuiles, où il y a une tuile où il y a tous les animaux, et puis des fois il y aura un point d'eau, vous allez voir que c'est très important. Une fois que tout le monde a fait ça, on va commencer à jouer. Comment ça se joue? C'est très simple. Chacun notre tour, à chaque manche, en gros, on va annoncer un animal et le déplacer. Donc en fait, moi j'annonce, admettons, le rhinocéros et le point d'eau. Tout le monde va trouver le rhinocéros et le point d'eau sur son plateau, va le mettre de côté, on va mettre notre petit pion comme ceci d'animal, comment il s'appelle lui déjà? Le suricate. On va mettre le petit suricate pour se rappeler qu'il vient d'ici parce qu'on n'a pas le droit de le remettre au même endroit, et on va aller mettre ce pion ailleurs. Alors je n'ai pas le droit de recouvrir les feux de brousse, je vous le rappelle, mais par exemple je peux aller mettre ici sur cette petite herbe, pourquoi pas, bref, un emplacement libre. Les autres joueurs vont faire de même avec ce jeton et le mettre sur un emplacement libre de leur plateau. Attention, je l'ai mis dans ce sens, eh bien non, je vais le mettre dans ce sens-là pour indiquer que je l'ai déjà joué, il ne pourra plus être déplacé de la partie. Et on va faire de même, donc le joueur suivant va annoncer par exemple une autre tuile, le triple antilope, hop là, on va mettre ici notre petit suricate pour se rappeler qu'on l'a déplacé, mais pourquoi est-ce que je le mettrais pas à l'emplacement libre? Et ainsi de suite, jusqu'à que l'on complète notre plateau. Une fois que tous ensemble, sur nos plateaux, on a les jetons qui ont été retournés sur leur face jouée. On va arriver à la phase de scoring. Il va se passer différentes choses, différents petits événements. Alors on va avancer le lion ici sur le plateau pour se rappeler des différents événements de comptage de fin de partie. Le premier événement, c'est le feu de brousse numéro 1. Il y a un arbre en feu numéro 1 ici, un petit feu de brousse. Il va éliminer les jetons sur lesquels il y a un seul et strictement un seul animal. Pareil pour le feu de brousse numéro 2, éliminer les jetons où il y a strictement 2 animaux. Pareil pour feu de brousse numéro 3 qui est ici. On va compter 1 point par herbe visible, donc on va essayer de ne pas recouvrir les herbes et non pas les zèbres.
Pareil pour les arbres, ils vont rapporter 3 points par contre, donc on va vraiment faire en sorte de ne pas les recouvrir. Et puis on va compter eh bien, les points par animaux en commençant par la girafe, et on va faire de même pour chaque animal. Comment est-ce qu'on compte? Eh bien vous allez regarder votre suite de petits jetons connexes qui va comprendre des girafes, donc une suite de girafes, un troupeau de girafes en fait en somme, et on va multiplier le nombre de girafes total présent sur le troupeau par le nombre de points d'eau qu'il y a. Donc s'il y a 0 points d'eau, ça fait 0 points. Et si vous arrivez à connecter des points d'eau de manière astucieuse, ça peut faire beaucoup de multiplicateurs. On va faire donc de même pour chaque animal et vous aurez votre scoring final. Les règles sont vraiment simples, elles tiennent sur une feuille A4 en fait au final. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace? On se fait mal au cerveau, on fait beaucoup d'erreurs. Il y a des moments où on est persuadé qu'on a déplacé le pion pile à l'endroit où il fallait pour aller faire un maximum de points, et on se rend compte quelques tours plus tard qu'on a fait n'importe quoi. Le hasard eh bien, est dosé comme il faut parce que eh bien, je vais pouvoir un coup choisir quel pion je vais déplacer et puis un coup subir les choix des autres joueurs. Le jeu possède plusieurs modes de jeu. Là, c'est le mode de jeu classique dont je viens de vous parler, mais le plateau est double face et il y a un mode de jeu où on va pouvoir créer sa mise en place de départ. Donc par exemple, je vais choisir de mettre un feu de brousse à cet emplacement-là, et bien les autres joueurs feront de même et on aura donc une mise en place différente à chaque partie, mais symétrique pour chacun des joueurs. Il y aura un mode de jeu plus simple pour jouer avec des enfants par exemple, ou pour un mode initiation sur des premières parties, et puis des modes de jeu plus avancés, notamment celui avec le lion. Le lion, c'est très simple, il est quelque part sur votre plateau. Quand vous allez mettre un pion que vous allez déplacer à cet endroit-là, admettons, je décide de bouger le pion antilope et éléphant à cet endroit-là, hop, je vais marquer immédiatement autant de points qu'il y avait d'animal. Donc là, 2 points, enfin d'animaux sur mon jeton. Hop là, 2 points immédiats. Et le lion va aller à un nouvel endroit. Donc on va essayer de déloger le lion le plus souvent possible. Et il va falloir donc anticiper où est-ce que le lion pourrait être intéressant à placer. Voilà donc pour Savannah Park. Savannah Park, c'est édité par Super Meeple en France. Ça devrait arriver en milieu d'année, mai ou peut-être juin. Nous, on l'attend de pied ferme. Ce focus est fini et je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Parfait. 20 minutes de préparation pour 30 Ah mais secondes fallait de que je la tournage. travaille la voix. Vous me rendez fou des fois. Fallait que je la travaille.